Donc on est sur l'atelier 4, vous avez fait un bon choix, vers une redéfinition des politiques d'accès à l'alimentation pour toutes et tous. Du local au national, comment agir en complémentarité. Et donc pour rappel, le fil rouge des ateliers, c'est les différents objectifs de la SNANC. Et donc comment on les opérationnalise via les PAT. Et il y avait un autre fil rouge qui nous semblait intéressant, c'était les coopérations territoriales. Et donc là, sur cet atelier, j'avais un peu envie de réfléchir à différents niveaux, d'où nos trois intervenants que je vais présenter juste après. J'espère que je ne parle pas trop fort dans ce micro. Non, c'est bon. Okay. Et donc, en petite guise d'introduction, toujours pas en grand écran, vous sortir mais rapidement quelques chiffres sur la précarité alimentaire, rien que vous ne sachiez déjà. Donc 5 millions de personnes, j'ai regardé, il y avait 5,5 millions parfois 7 qui disaient ont eu recours à l'aide alimentaire en 2020. 7 à 16% de la population qui vit une forme de précarité alimentaire, donc différents types de contraintes d'accès, et 60% des ménages agricoles qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc ça, c'est aussi les chiffres qui ont été repris par l'étude l'injuste coût de notre alimentation, l'injuste prix de notre alimentation. Et donc des coûts cachés, comme vous avez peut-être vu cette étude, 48 milliards d'euros pour faire fonctionner le système agro-industriel en termes de dépenses publiques, 19 milliards pour compenser les effets négatifs, donc pas uniquement sur les questions de précarité, mais aussi sur les questions de précarité. Aussi s'interroger sur les politiques publiques de lutte contre la précarité alimentaire parce que on a vu émerger dernièrement des critiques, notamment sur le fonctionnement de l'aide alimentaire, qui était structurée dans les années 80 autour des grandes structures qu'on connaît, qui sont les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, le Secours populaire et les banques alimentaires, et qui était surtout basée sur le système de casse et de défiscalisation pour les grandes et moyennes surfaces, et donc qui finalement entretient un système qui aujourd'hui n'est plus durable et qui contribue aux chaleurs actuelles, bon, sans faire de raccourcis rapides. Et donc certaines critiques, notamment quant à la qualité des produits proposés et aux questions, bien sûr, de dignité humaine, et notamment liées à cette qualité pour ce qui est de l'aide alimentaire et le maintien d'un système qui soit au profit des grandes et moyennes surfaces. Et finalement un système d'urgence qui devait être un système d'urgence et qui s'installe et qui n'en est plus un et qui ne s'attaque plus aux causes des inégalités mais qui ne fait juste que gérer les conséquences. Et donc d'autres voies émergent à l'échelle locale notamment, mais pas que, donc celle du droit à l'alimentation, et pour sortir justement de cette représentation de la précarité alimentaire et donner un droit qui soit accessible à tous, de la démocratie alimentaire, donc pour donner plus de pouvoir aussi aux gens sur le choix de leur alimentation, et d'une vision peut-être plus systémique qui ne serait pas juste d'aborder les questions d'aide alimentaire, mais aussi d'environnement alimentaire et comment on arrive à faire le choix d'une alimentation de qualité et nutritive. Et donc je finis mon intro juste sur le retour sur cet objectif SNANC 2030 qui est de tendre vers plus de 30% de la part de fruits et légumes dans l'offre de l'aide alimentaire. Donc bien sûr intéressant de travailler sur la qualité nutritive, mais peut-être insuffisant au vu de tout ce qu'on vient de dire et d'une politique, de la nécessité d'une politique structurelle et qui aille au-delà de l'aide alimentaire, mais qui travaille aussi sur l'ensemble des environnements. Et donc cette question, comment évoluent les politiques de lutte contre la précarité alimentaire, comment dépasser le cadre de l'urgence pour aller vers des politiques structurelles, et quel rôle des différents échelons nationaux, territoriaux, des acteurs associatifs bien sûr, dans les PAT. Donc on va essayer de recentrer à la fois dans les PAT pour qu'on puisse parler des leviers qui sont à disposition sur les territoires. Et donc, mes intervenants, merci encore d'avoir accepté cette invitation. Donc, Bérénice Blondel, qui est chargée de mission lutte contre la précarité alimentaire à la Direction générale de la cohésion sociale, en charge du pilotage et de la coordination de Cocolupa. Anouk, c'est toi qui intègre les gens dans la visio ? Ou non, c'est moi. Waouh. Ok.
Depuis 2023, le comité de coordination de lutte contre la précarité alimentaire, donc là, plutôt une représentation de l'échelon national et de ce qui est mené en termes d'évolution de politique de lutte contre la précarité, et donc qui présentera à la fois quelques résultats de ce comité et quelques retours sur le programme Mieux manger pour tous, où j'imagine que certains PAT ont déjà répondu pour financer certains projets. Romain Desnaux, donc chargé de mission transition écologique au département de la Seine-Saint-Denis depuis 4 ans, animateur du PAT et du projet Vitalim. Et donc tu vas nous donner quelques résultats du projet Vitalim porté avec Action contre la faim et qui s'est terminé il y a peu, fin de l'année dernière. Et enfin, Charlotte Frigou, donc directrice adjointe au goût du jour. Au goût du jour. Ah, qui l'aurait cru, mais ok. À Quimper ou à Rennes ? Aussi, aux deux. Donc, association créée en 2006 qui accompagne l'évolution des comportements alimentaires des enfants, adultes et tout un tas de publics variés, dont des publics précaires. Et donc, voilà, il me semblait intéressant de voir un petit peu les différents échelons. N'hésitez pas à me dire, comme ça on va faire quelque chose de collaboratif s'il y a des gens qui veulent rentrer. Donc voilà, panel diversifié, plusieurs échelles, niveau d'action pour s'interroger sur l'évolution des politiques alimentaires au vu des différentes critiques et au vu des objectifs de la SNANC. Et donc, que je rappelle, qui sont 30% de fruits et légumes dans la part de fruits et légumes dans l'offre alimentaire. Et donc, Bérénice était censée arriver en retard, mais je vais squeezer directement sur ta présentation. Hop, et te donner la parole. Est-ce que les 2 micros fonctionnent ? Je crois que oui. Enfin, le technicien m'a dit que oui. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Je peux se lever peut-être, je sais pas. Je me lève ? Est-ce que Bérénice se lève peut-être ? Ouais. Pas obligée ? D'accord. Au fond, je pense que... Est-ce que vous m'entendez bien au fond ? Moyennement ? Il faut que je me lève ? Non mais... Il n'y a pas d'enceinte. Oui. Et si je peux... Parce que je devrais passer les PowerPoint. Ok. Du coup, je travaille au ministère des Solidarités, donc au côté administration. Donc, la Direction générale de la cohésion sociale est en charge de concevoir et de piloter toutes les politiques publiques de solidarité. Donc, c'est toutes les politiques publiques qui sont en direction des publics vulnérables. Donc, les personnes en situation de pauvreté. Donc, moi, je suis plutôt dans cette partie-là. Les personnes âgées, handicapées, la protection de l'enfance, le droit des femmes et les majeurs vulnérables, les majeurs protégés. Ok. Bon, tout c'est pas affiché, mais c'est pas grave. Du coup, je vais vous parler du Cocolupa. Oui. Ok. Donc, le comité de coordination de lutte contre la précarité alimentaire, comme l'a dit Anna. Donc, c'est une instance qui a été créée en 2020. Comment on passe ? Voilà, ok. Pendant la crise sanitaire, donc il y avait déjà des échanges entre associations et États qui s'étaient concentrés sur les biens essentiels parce qu'il y avait une urgence sociale très importante. Et à la suite de ça, différents ministères ont lancé ce comité de coordination qui est centré sur l'accès à l'alimentation. Donc l'objectif, c'est de mettre tous les acteurs autour de la table puisque concernant ce sujet, il n'y a pas un acteur qui peut s'occuper, qui traite de la précarité alimentaire seul. C'est les collectivités, les différents ministères, les associations de lutte contre la précarité alimentaire. On a également quelques acteurs du monde agricole, le secteur privé lucratif et des organismes de recherche. Mais vous voyez que c'est majoritairement des associations qui sont soit concentrées, spécialisées sur l'alimentation ou plus largement sur le social et différents ministères et institutions. Donc le Cocolupa, c'est 2 plénières par an. On fait un peu une réunion institutionnelle avec notre directeur général ou le ministre en charge des solidarités. Donc actuellement, c'est Jean-Pierre Farandou qui est ministre du Travail et des Solidarités. Et surtout, on travaille concrètement au sein de groupes de travail
qui ont pour objectif donc de créer un espace de dialogue durable, pérenne entre tous ces acteurs. Donc, comme je l'ai déjà dit, voilà, mettre autour de la table tout le monde et aussi faire en sorte de coopérer et de faire évoluer surtout le secteur en direction de l'autonomie des personnes, de l'environnement, de la qualité des denrées dont on parle surtout aujourd'hui. Vous entendez bien au fond parce qu'il y a des places devant. Hein, sinon... Ça va ? Ok. Ça se matérialise par une approche transversale des sujets dans les thématiques des groupes de travail et par la production de supports de ces groupes de travail. Donc, ça peut être des supports qui éclairent la décision publique, la décision du ministère, des supports qui vont outiller les acteurs de terrain, notamment les PAT ou des associations locales, et également produire de l'expertise entre acteurs du niveau national pour essayer de trouver des compromis, trouver des accords dans lesquels toutes les parties prenantes sont engagées. Donc, suite à son lancement en 2020, le Cocolupa... Alors là, mais... mon PPT ne s'affiche pas du tout, mais c'est pas grave. Bon, c'est censé être des flèches, mais c'est pas grave. Mais c'est... Enfin, voilà, c'est... pas de souci. Donc, comme je disais, c'était créé en 2020. Ensuite, à la suite d'une concertation entre 2020 et 2021, il y a un premier plan d'action qui a été lancé. Dans ce plan d'action, il y avait 8 groupes de travail. Donc, ils se sont beaucoup réunis et ont produit de nombreux livrables. Vous voyez à gauche tous les groupes de travail, il y a plein de thématiques. Donc, c'était un énorme chantier. Il y avait 56 réunions prévues, 36 livrables. Donc, c'était un peu une énorme machine. Un peu trop énorme au consensus de tous les acteurs. Donc, il y avait plein de sujets différents. Mieux caractériser la précarité alimentaire. Il y avait un groupe sur la santé, sur les sources d'approvisionnement, sur les différentes formes d'accès à l'alimentation, sur la participation des personnes en situation de précarité dans la lutte contre la précarité alimentaire. Donc, je vous ai mis à droite quelques productions qui pourraient vous intéresser. Elles sont sur notre site du ministère. Je vous ai mis le lien en haut à droite. Dans les outils qui pourraient vous intéresser, il y a un guide pour réaliser un diagnostic de la précarité alimentaire à l'échelle locale. Il y a un guide aussi sur favoriser l'inclusion de la mise en œuvre des actions de précarité alimentaire dans les contrats locaux de santé. On a fait aussi des outils sur... Je vois pas très bien, sur la répartition de l'équilibre nutritionnel dans un panier. Donc ça, c'est pour appuyer les associations pour respecter le programme national nutrition santé et l'équilibre nutritionnel recommandé, même si on sait que les associations sont très contraintes. Donc voilà, vous avez pas mal de productions sur notre site internet et n'hésitez pas à y aller. Hop. 2 apports marquants, je vais passer rapidement, mais un premier apport sur la participation des personnes en situation de précarité alimentaire au sein du Cocolupa. Donc, c'est quelque chose qui a été beaucoup demandé par les structures membres de l'instance et que là, j'ai pu mettre en œuvre avec un groupe de travail où j'ai pu faire travailler ensemble des personnes en situation de précarité et des associations pour produire des outils sur l'accueil et la participation des personnes dans les structures. Donc ça, on va faire prochainement des communications à partir de septembre autour de ça. Et également, c'est disponible sur notre site internet, mais on va faire un webinaire de présentation et des choses comme ça. Donc, je vais essayer de faire relayer ça au sein du RNPAT, FrancePAT plutôt. Je suis sur l'ancienne mouture. Et un deuxième apport très marquant dont je vais parler juste tout de suite, c'est le programme Mieux manger pour tous. Donc, il y avait un groupe de travail qui avait vraiment fait la recommandation de créer un fonds d'aide alimentaire durable. Donc, aujourd'hui, ça s'appelle Programme Mieux manger pour tous. Et la concertation de ce programme s'est faite au sein du Cocolupa. Donc, le programme Mieux manger pour tous, actuellement, il est inscrit sur une période de 2023 à 2027. Donc, il est inscrit au sein du pacte des solidarités, qui est un peu le plan pauvreté, précarité du gouvernement. Auparavant, ça s'appelait stratégie pauvreté. Donc, ce pacte des solidarités va jusqu'à 2027. Il est inscrit dedans, ça veut dire qu'il y a des financements qui sont prévus dans ce pacte-là, donc qui partaient à la base de 60 millions d'euros en 2023. Aujourd'hui, on est à 80 millions d'euros.
On a stagné entre l'année dernière et cette année à cause des restrictions budgétaires. Mais l'objectif, et nous ce qu'on défend, c'est qu'il monte à 100 millions d'euros en 2027, l'année prochaine, comme prévu. Donc, les objectifs du programme, c'est des objectifs transversaux sur la qualité nutritionnelle, sur l'impact environnemental, le soutien des dispositifs locaux et la participation et l'accompagnement des personnes. Donc, c'est 3 enjeux, notamment sanitaires, environnemental, social, qui sont au cœur de notre programme Mieux manger pour tous. Il est articulé en 2 volets. Un premier volet national où on finance pour 40 millions d'euros en tout des associations, des têtes de réseau pour l'achat de denrées de qualité. Donc ça, il y a, la définition des denrées de qualité, c'est faite dans le cadre de la concertation du programme. Donc c'est défini par les fruits, légumes, légumineuses et produits sous label de qualité. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de produits transformés et ça doit être des produits avec un label Egalim. Donc c'est du poulet label rouge, des yaourts bio, nature, des choses comme ça. Et donc on finance 15 associations pour cela et ça permet de développer chez pas mal de structures cette nouvelle capacité d'achat qu'elles n'avaient pas forcément auparavant, puisqu'elles dépendent encore aujourd'hui beaucoup des dons de l'industrie agroalimentaire. Le deuxième volet qui vous concerne notamment, c'est le volet local. Il a monté en progression, donc il est passé de 20 millions d'euros en 2023 à aujourd'hui 40 millions d'euros. Donc il est au même niveau que le niveau national. C'est mis en œuvre par les services déconcentrés du ministère, les DRETS, ou DETS en Outre-mer. Donc on a établi un cahier des charges commun sur 4 axes, dont le deuxième axe sur soutenir les actions de lutte contre la précarité alimentaire au sein des PAT. Il y a aussi un axe sur les alliances locales, les coopérations entre producteurs et collectivités, le soutien d'expérimentation, notamment de transferts monétaires, de chèques alimentaires et la couverture de zones blanches de l'aide alimentaire. Donc là, aujourd'hui, on est à plus de 1000 projets financés depuis 2023 via ce volet local. Donc, c'est toutes les structures qui œuvrent dans le champ de la lutte contre la pauvreté. Vous connaissez tous cette histoire du en bénéficier, pas seulement les associations habilitées à l'aide alimentaire, mais un peu plus largement, même si la majeure partie des structures qui sont financées sont des associations quand même. J'ai fait une petite incursion sur le programme Mieux manger pour tous et les PAT. Donc 57% des PAT qui sont porteurs de projets dans le volet local sont en zone urbaine, 29% interviennent dans zone urbaine, 14% territoire mixte, donc urbain et rural. Le programme a aussi encouragé les associations à s'inscrire dans les actions de PAT. Donc parfois, même si les actions financées ne sont pas directement inscrites dans l'axe 2, elles peuvent s'inscrire quand même dans le cadre de PAT. Donc 76% des porteurs de projets indiquent qu'il existe un PAT au niveau local et qui s'inscrivent dedans. Donc à droite, vous avez le nombre de PAT, le nombre de projets qui s'inscrivent dans l'axe 2. Donc c'est pas forcément des PAT qui sont porteurs, mais c'est des actions qui s'inscrivent dans des PAT. Donc là, on est à peu près à 40% des projets du volet local qui s'inscrivent dans l'axe 2 sur le soutien des actions de lutte contre la précarité alimentaire dans les PAT. Je passe sur aujourd'hui, on en est au Cocolupa rapidement. L'appareil, l'affichage n'est pas comme prévu, mais vous m'excuserez. Donc en 2023, suite à une évaluation que j'ai conduite dans le cadre de mon stage, il y a 4 groupes de travail qui ont été lancés, notamment un sur le suivi de l'évaluation du programme Mieux manger pour tous. Aujourd'hui, on est en cours de travail sur ces 4 groupes de travail-là. Et les travaux dont je vous parlais sur l'accueil, la participation des personnes, ça s'inscrit dans le groupe de travail renforcement du pouvoir d'agir. C'est dans le cadre de ce groupe qu'on a pu faire la participation de personnes concernées. Voilà, donc vous avez également la feuille de route sur notre site internet si vous voulez en savoir plus sur ces travaux qui sont menés actuellement. Voilà. On laisse allumer. Merci beaucoup Bérénice. On va passer à Romain, sachant qu'on a pris un tout petit peu de retard, mais je vous laisse finir vos présentations et on prendra du temps.
toi, comme ça je peux passer. Ouais. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Romain Desnaux, je suis chargé de mission transition écologique au sein. Ah oui, alors non. Je suis pas cette équipe qui est assez incroyable pour moi. Transition écologique au sein du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et notamment en copilotage du plan alimentaire territorial. Et donc là, je viens vous donner une illustration d'un cas classique, donc des projets soutenus dans le cadre de l'appel à projet Mieux manger pour tous, en étant un PAT urbain, PAT labellisé niveau 2, et donc sur un axe justice sociale avec le projet d'expérimentation Vitalim. Donc on a coporté avec Action contre la faim en 2023, 2024, 2025. C'est un dispositif d'expérimentation de chèque LED avec, je vais très vite dire carte parce que notre dispositif était sur une carte et pas sur un chèque. Dans le cadre de cette expérimentation, on a vraiment eu vocation à venir démontrer la pertinence d'un tel dispositif dans l'évolution souhaitée, en tout cas qu'on cherche nous dans les messages qu'on s'est à faire passer, d'évolution de la lutte contre les précarités alimentaires. On est sur un projet qui a été soutenu dans le cadre du programme Mieux manger pour tous à hauteur d'1,5 million sur les 3 ans. Donc, il nous a vraiment permis de mettre en place une expérimentation digne de ce nom, avec un consortium, donc conseil départemental, acteur assez classique sur les enjeux de lutte contre les précarités alimentaires, et Action contre la faim qui mène aussi des actions, et donc en France hexagonale depuis sortie de crise Covid depuis 5 ans, en région Île-de-France et à Marseille. On a un duo un peu étonnant. Généralement, on a tendance à nous, collectivités, plutôt donner des missions à des ONG ou à des acteurs associatifs ou tout autre regroupement. Là, on a vraiment fonctionné en duo sur cette expérimentation, qui reposait sur 2 gros piliers. Un transfert monétaire. Durant 6 mois, on venait verser 50 € par personne et donc par mois sur une carte titre restaurant. Carte titre restaurant, pour nous, c'était important parce que tous les enjeux de stigmatisation et de liberté de choix, là, les cartes étaient utilisables partout où les cartes titres restaurant sont acceptées, sur un format carte titre restaurant, donc avec un tout petit orange, mais personne ne pouvait savoir que c'était un dispositif de lutte contre les précarités alimentaires et pas une carte titre restaurant de l'employeur de la personne. Ça avait l'avantage de nous permettre permettre à nos usagers d'avoir accès à un vaste réseau d'utilisation de la carte, et aussi pour nous d'avoir un fléchage alimentation. Avec cette carte, titre restaurant veut dire achat lié aux dépenses alimentaires. Vu qu'on était quand même sur un dispositif d'accompagnement à l'évolution des pratiques alimentaires, on est venu rajouter un système de bonification qui pour nous était vraiment vu comme un système d'incitation à l'évolution des pratiques alimentaires, donc qui pouvait aller jusqu'à 50% des montants dépensés par mois et par personne, jusqu'à 25 € par personne et par mois, dans 2 cas. Lorsque nos usagers faisaient leurs courses dans des magasins bio, par exemple ils allaient à Biocoop, ils achetaient 50 € de denrées alimentaires, 25 € étaient récrédités automatiquement sur leur carte. Et comme on est en Seine-Saint-Denis et qu'on a une offre alimentaire de qualité et durable plus que limitée, on avait cet enjeu de pouvoir permettre que ce système de bonification puisse être utilisable partout. Et donc on est venu essayer de proposer un système de bonification par une entrée produit, qui là, il y a encore des gros enjeux en termes de soit technologiques, soit de partenariat. Et donc en fait, on permettait la bonification sur l'achat de fruits et légumes frais de nos usagers. Partout. S'ils achetaient à Carrefour, ils achetaient 10 € de pommes, il fallait qu'ils gardent leur ticket de caisse, qu'ils nous les envoient à la fin du mois pour qu'ensuite on puisse faire la bonification. Quand je vous parle d'enjeux technologiques ou d'enjeux partenariales, soit on arrive à trouver un prestataire technique qui aujourd'hui n'existe pas, qui peut faire cette rentrer dans le système de caisse et aller sur de la bonification, une entrée produit, mais potentiellement, nous dans notre rêve, c'était une entrée labellisation, et de se dire, nous, acteurs publics durables égale Egalim, on permet la bonification sur les produits Egalim ou à minima sur les produits bio, parce que ça a été aussi un gros sujet de compréhension du dispositif aux usagers, de dire pourquoi est-ce que j'achète des pâtes bio à Carrefour, j'ai pas de bonification, alors que si j'achète à Biocoop, il y a de la bonification. Ou partenarial, parce que l'ensemble des acteurs des grandes et moyennes surfaces savent le font quotidiennement quasiment sur leur carte de fidélité, notamment sur l'achat de fruits et légumes frais. Et donc il y a potentiellement aussi cet enjeu-là qu'on n'a pas réussi à débloquer avec eux. À côté de cette partie transfert monétaire, on est venu travailler sur une partie accompagnement vers l'alimentation durable, en disant qu'une alimentation durable, il n'y a pas que un sujet transfert monétaire, il y a un sujet financier, mais pas que. Et donc là, on a fonctionné par appel à projet. On a soutenu des acteurs associatifs qui sont venus proposer des actions très diverses dans les thématiques, beaucoup d'ateliers de cuisine, beaucoup d'acteurs de la culture urbaine, beaucoup d'accompagnement à faire ses courses pour comprendre les différents labels.
soit sous des formats cycles, soit sous des formats très ponctuels, durant 8 mois, donc 2 mois de plus que l'expérimentation. En tout, on a touché 1351 personnes réparties en 4 grandes catégories de public. Étudiants, étudiantes, personnes âgées, familles d'enfants de moins de 3 ans, donc les fameux 1000 premiers jours, et les habitants des quartiers prioritaires de la ville, à l'échelle de 4 territoires, Montreuil, Clichy-sous-Bois, Villetaneuse, Sevran. Voilà. Alors ça, voilà, c'est ce que je voulais expliquer, notre double système de bonification automatique. Dès que c'était un lieu complet, ça, on sait le faire, tout va bien, le monde est merveilleux. S'il y a une offre, parce que là, voilà, on vous a mis une carte avec l'offre alimentaire durable en Seine-Saint-Denis, et vous voyez que dès qu'on s'éloigne alors de Paris, il y a presque plus rien, et que même le long de Paris, il y a des villes où il n'y a déjà pas grand-chose. Et donc le système de bonification manuelle sur les fruits et légumes frais, parce que c'est tout ce qu'on savait faire aujourd'hui. Notamment, on n'est pas allé sur la bonification des produits bio en GMS, parce que c'est rarement marqué sur le ticket de caisse. Donc quand vous passez par une lecture du ticket de caisse, on ne pouvait pas le faire. Ça, je vous le fais rapidement, mais c'est juste sur la dimension très déploiement dans les villes. Donc, on a travaillé à l'échelle de 4 communes. À chaque fois, on a monté un comité technique qui venait regrouper à la fois les services déconcentrés du département, donc la circonscription sociale et la PMI, les services de la ville qui étaient intéressés. Là, ça a été assez varié. À Villetaneuse, on a pu avoir que le CCAS, quand par exemple à Clichy-sous-Bois, on avait la moitié des services de la ville qui étaient présents, que ce soit vie associative, vie étudiante, le service commerce, service santé. Enfin ça, c'était à la ville de choisir qui elle souhaitait intégrer au sein de nos dispositifs. Et ensuite, on a travaillé soit avec des acteurs associatifs à Sevran et à Clichy-sous-Bois, par exemple le Secours Populaire, une épicerie sociale et solidaire, soit les maisons de quartier, soit à Villetaneuse où il y a Paris 13, le CROUS et le service vie étudiante. Alors, le rôle de ces comités techniques était 3. 1 sur la mise en œuvre du projet, comment est-ce qu'on l'adaptait le plus possible à la réalité très territoriale de ces 4 villes. La question de la prescription des ménages. En gros, on arrivait avec un nombre de ménages et d'usagers et usagères, et on divisait en un tiers. Un tiers était orienté par les services départementaux, un tiers par les services de la ville, et un tiers par le troisième acteur, donc acteur associatif, maison de quartier, ou CROUS et services de la vie étudiante. Et sur la question des choix des magasins durables, notamment dans les villes où il n'y avait pas de magasins durables, quelle stratégie on mettait en place pour quand même permettre la mise en place d'un tel système. Donc à Sevran et Clichy-sous-Bois, on est allé... je voulais juste après. Ouais, on est allé à Sevran et Clichy-sous-Bois, on est allé sur les villes limitrophes et les villes limitrophes des villes limitrophes. Et Villetaneuse, on a pris la ligne H qui part de Paris et qui remonte dans le nord. Donc le projet a pris fin au 31 décembre 2025. Voici les grands résultats là, que je vais vous présenter, notamment sur l'utilisation de la carte. Donc c'est votre graphe à votre... Là-bas. Donc là-bas. Donc la majorité de la carte, des montants ont été dépensés dans les GMS, donc ce qui reste quelque chose d'assez classique, mais on est à 56%, donc un peu plus que la moyenne, mais très en dessous de ce type de stats lorsqu'on le fait sur une consommation classique des Français et Françaises, où on est plus autour de 85%. Ensuite vient la dimension restauration. Ça, c'est quelque chose qui nous est beaucoup revenu, notamment des usagers qui le présentaient comme la dépense plaisir, notamment les familles. Pouvoir aller manger comme tout le monde, avoir un peu ce moment plaisir, et notamment très lié à l'alimentation. Viennent ensuite les magasins durables. Quand on prend les 4 communes, on arrive à 12% des montants, donc bien plus que les 5,7% qui ont été identifiés par l'agence bio de la moyenne des consommations pour les Français. On est près, un peu plus du double, alors qu'on part quand même d'un public en situation de précarité alimentaire, donc en théorie pas les plus à même, et d'un point de vue dans leurs habitudes, mais aussi financier, pour aller vers ce type de dépenses. Le 4e poste de dépense, c'est les boucheries. Où ça, on s'est rendu compte aussi que c'était un peu le sujet de pouvoir réacheter de la viande, qui est vraiment revenu. Je voulais aussi vous faire une présentation donc, sur le graphe de l'autre côté, pour aussi un peu vous montrer des différences, notamment en fonction de l'offre d'alimentation durable. On se rend compte qu'à Montreuil, où il y avait 11 magasins au sein même de la ville, le premier magasin en termes de dépenses, c'était Biocoop. Donc quand il y a une offre, ça fonctionne mieux. Les gens sont plus allés à Biocoop qu'au Carrefour. Et on arrive à 28% des dépenses qui ont été faites dans les magasins bio. Donc bien au-dessus des 12% lorsqu'on prend les 4 communes. Dans notre idée, on s'était dit que notre système de bonification par produit avait été pensé pour venir pallier lorsqu'il n'y avait pas d'offre de magasins. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait, c'est le chiffre
là, qu'il a pas permis de compenser le système, notamment par mécompréhension de ce système de bonification et par lourdeur, où en fait il fallait vraiment garder les tickets de caisse. Donc déjà penser à le demander. Ils avaient une enveloppe par mois, donc 6 enveloppes, et à la fin de chaque mois il fallait nous envoyer les tickets de caisse. Mais pour nos usagers c'était très lourd, pour nous c'était un enfer. Donc cette bonne idée, dans une relance du dispositif, on fera 100. Ou plus qu'on fasse 100, il faut qu'on arrive à trouver un autre moyen d'éviter ça, parce que clairement, par contre, sur les 3 autres territoires, si on enlève ce système de bonification par une entrée produit, nos résultats sont bien moins bons. Même si, par exemple, à Sevran, on se rend compte que le premier magasin hors de la ville dans lequel les gens sont allés faire leurs courses, c'est un magasin bio. Donc on se rend compte que dès qu'on sort de l'ultra local, ce système de bonification a un impact. Très rapidement sur les activités d'accompagnement, donc on a publié 4 appels à projets, une par commune, 36 acteurs associatifs ont été retenus. Ce n'était pas obligatoire, il n'y avait pas d'impact si vous n'alliez pas aux activités sur le transfert monétaire. Globalement, un usager ou usagère sur 2 a participé aux activités. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on avait quand même un gros travail qui a été complexe et on n'est pas totalement satisfait non plus parce que 1 sur 2, on a des marges de progrès, mais c'était la première étape. Par contre, ensuite, on a un tiers de nos usagers qui sont allés à minima 5 ateliers sur les 8 mois. Donc on se rend compte qu'une fois qu'on a passé le premier cap, c'était beaucoup plus facile de rentrer dans des cycles et pas forcément auprès des acteurs associatifs. Donc c'était juste déjà la démarche d'aller au sein des ateliers. Et les 2 grosses motivations, ça on le souligne beaucoup dans les résultats, d'aller à ces ateliers, le premier, c'était le lien social. Et le deuxième, la question d'apprendre des connaissances sur l'alimentation. Mais avant tout, nos usagers allaient aux ateliers pour des enjeux de lien social. Bon, là, c'est tout petit, mais je vous ai pris, il y a plein de synthèses. On a une page internet et donc vous aurez tous ces graphiques-là, un peu sur la dimension évaluation, où on est venu interroger l'évolution des pratiques alimentaires. Au début, alors là, le vert clair, c'est au lancement du dispositif, Ah oui, non. Pardon, parce qu'on a 3 couleurs. Oui, non, c'est ça. Le vert foncé, le vert clair, c'est à la fin des 6 mois. Donc c'est là où on a des résultats plutôt très positifs, notamment sur l'augmentation de quantité de nourriture consommée, on a plus de 71%. Amélioration de la qualité globale de l'alimentation, 84% de nos usagers disent avoir augmenté la qualité de ce qu'ils mangeaient. Sur la diversification des assiettes, on arrive à 91%, et l'augmentation des achats de produits bio à 81%. Et on a refait passer une campagne d'appels téléphoniques à plus 6 mois, et là on c'est le vert foncé, où nos résultats sont certes bien moins bons, mais on a quand même été agréablement surpris que globalement, un quart de nos usagers ont continué à avoir une évolution de leur pratique alimentaire, alors qu'on était sur un dispositif qui a duré 6 mois, et on les a rappelés 6 mois après, ce qui est quand même des résultats plutôt satisfaisants. On a aussi donc de la donnée sur les indicateurs de suffisance alimentaire et comment est-ce qu'il y a une diminution de moitié de l'insuffisance alimentaire quantitative entre le lancement du projet et la fin. On a eu des questionnements sur l'échelle de détresse, et là aussi diminution de presque d'un tiers du niveau de détresse de nos usagers. On leur montrait un dessin, ils devaient nous dire où ils se situaient. Voilà, et on a encore plein de données parce qu'il va y avoir un rapport qui doit sortir. J'ai eu la première version maquettée vendredi, donc d'ici la fin du mois. Et voilà. Et donc, si vous voulez, il y a des synthèses avec un QR code qui envoie vers une page où il y a un webinaire de présentation d'1h30 qui est présent dessus. Et j'espère, d'ici la fin du mois, ce fameux rapport complet de retour d'expérimentation. Merci Romain. Alors juste pour vous prévenir, il faudra qu'on finisse vers 15h10. Donc ça va être un peu plus réduit, mais on va écouter Charlotte. Et après, j'aimerais qu'on arrive à ce que vous réagissiez chacun sur les limites peut-être de la coordination nationale et les bonnes pratiques à l'échelle locale, et on garde au moins 10 minutes pour des questions de compréhension ou de réaction. Oui, je te mets là aussi. Je me repousse. La présentation est à la suite. Ouais, normalement. Génial. Bonjour à tous, je suis déjà essoufflée. Donc moi c'est Charlotte Frigou, donc je suis directrice adjointe de l'association Au goût du jour. À main levée, qui la connaît ? Chouette. Alors nous, hop, il faut faire comme. Ok.
Nous, on est une association bretonne. On est né au bout du bout. On est né à Quimper il y a 20 ans sur un constat que toutes et tous, on avait besoin d'informations sur notre alimentation pour comment bien manger au quotidien, comment faire ses courses, comment faire en sorte que mon impact, enfin ce que je mange a un impact moindre sur ma santé ou sur l'environnement. Donc elle a été créée bien avant les PAT et on était content de voir l'arrivée des PAT. Et depuis 20 ans, on touche toutes les thématiques de l'alimentation, à savoir via l'éducation au goût, la nutrition santé, la lutte contre la précarité alimentaire évidemment, mais aussi le gaspillage, le lien avec la santé mentale ou encore avec son environnement. Et donc cette association, elle travaille sur tout le Grand Ouest. On est né à Quimper tout au bout, mais on s'est un peu étendu. Donc je suis pas toute seule, on est 13 salariés dans l'asso à proposer des actions de formation, d'éducation et aussi d'accompagnement. Et donc c'est l'objet de ma présentation sur justement un des accompagnements qu'on a mené. Alors je parle un peu au passé, même si l'accompagnement n'est pas fini, puisque c'est un accompagnement qui a duré 3 ans et qui se termine à la fin de cette année dans le cadre du programme Mieux manger pour tous, dont l'objectif était de développer des actions innovantes en favorisant l'accès à l'alimentation saine et durable pour toutes et pour tous, et donc en accompagnant 6 territoires pilotes. Donc là on s'est concentré en Bretagne. On a les 6 collectivités partenaires sur la gauche. L'idée, c'était de travailler au-delà des associations d'aide alimentaire qui œuvrent sur la thématique. C'est vraiment d'accompagner toutes les structures sociales qui accompagnent des publics vulnérables. Et en fait, il y en a plein. Il y a plein de publics différents, à savoir que ça peut être des jeunes pour la protection de l'enfance, ça peut être des adultes dans le cadre des CCAS, des CIAS, des CEDAS, des CADA. Voilà, je ne vais pas vous balancer tous les acronymes que vous connaissez sûrement, mais en tout cas, l'idée, c'était d'accompagner ces structures-là à travers une co-construction de plans d'action, parce que ces structures, elles sont toutes différentes, que ce soit en termes de public, en termes de gestion de ces publics-là, et aussi en termes de problématiques de freins et de quotidien. Donc l'idée, c'était vraiment de coller au plus proche de leurs besoins. Donc on a déployé un programme en 3 étapes. La première, c'était de rencontrer déjà les professionnels des structures. Donc on a accompagner l'équivalent d'une centaine de structures sur ces 6 territoires. Donc, c'est pas mal, avec nos petits bras. Je remets le petit muscle. On commençait avec ce qu'on appelait la fresque de la précarité alimentaire. L'idée, c'est de partir encore une fois du terrain, c'est-à-dire c'est quoi votre rapport à l'alimentation en termes d'accompagnement? Quels sont les freins que vous pouvez vous avoir en tant que professionnel, en tant que travailleurs sociaux pour accompagner vos publics sur la thématique de l'alimentation? Mais aussi, c'est quoi les freins de vos publics? Il y a des freins qui sont communs à tous les publics, hein, mais après, il y a des spécificités selon les structures et les publics. Donc, à partir de là, c'était aussi, dans cette fresque, c'était aussi d'avoir des éléments sur qu'est-ce que vous mettez déjà en place, aussi valoriser et asseoir les actions déjà en place. L'idée, c'est pas de réinventer l'eau chaude, mais déjà d'asseoir ça. Et ensuite, on rencontrait rapidement les publics à travers un atelier qui s'appelle Une place à table, dont l'objectif va être là d'avoir une connaissance de ce que des freins pour bien manger des publics vulnérables. Alors, ils sont communs, hein, on pense souvent évidemment au budget, mais en fait, ça peut être j'ai la problématique de mobilité sur les points d'approvisionnement, ça peut être l'isolement, ça peut être les manques de connaissances, ça peut être le handicap, ça peut être le manque d'équipement, enfin voilà, il y en a. Malheureusement, souvent, en plus, on les cumule, ces freins. Donc, ça rend encore plus difficile l'accès à cette alimentation saine et durable. En tout cas, lors de cet atelier, on réfléchit à ça ensemble et surtout, on réfléchit au levier. De quoi vous auriez besoin, là, tout de suite, qu'on pourrait mettre en place ensemble. Et donc, c'est là où on rentre dans l'étape 3, où on met en place un plan d'action à travers 4-5 actions, ateliers. Quand je parle, je vais faire hyper court. Quand je vous vois vous liquifier comme moi. Quand je parle d'action, ça peut être plein de choses. Justement, encore une fois, on essaie d'être le plus précis possible en fonction
des besoins. Sur les 100 structures, là, on a mené l'équivalent de 350 ateliers actions. Donc, il y en a qui sont similaires, évidemment, mais il y en a plein de différents. J'en ai mis quelques-uns en exemple. Ça passe par exemple, organiser des opérations de glanage pour des jeunes encadrés dans le cadre de la PJJ. Ça peut être des cycles autour de l'alimentation et du lien avec la santé mentale. Ça peut être de la mise en place d'un frigo solidaire où on va mettre en relation une cuisine centrale qui va avoir des restes alimentaires et une mission locale qui a un besoin urgent d'alimentation et qui sont des publics parfois qui ne bénéficient pas d'aide alimentaire parce qu'ils sont encore sur le régime fiscal de leurs parents et donc ça leur permet pas d'accéder à une aide alimentaire. Donc ça peut être une réponse là pour le coup d'urgence. Ça passe aussi par la distribution de kits, d'ustensiles, mais aussi de denrées durables pour un peu lancer la dynamique un peu dans la même optique que les cartes de l'alimentation. On a aussi en parallèle des nombreux projets qu'on mène dans l'association. On mène un projet à l'échelle de la Bretagne qui s'appelle Appétit, donc c'est un acronyme encore qui s'appelle donc c'est l'accès à l'autonomie alimentaire par le partage d'équipements et de transformation d'invendus. Donc on travaille avec Solal, je vous vois devant, où l'idée c'est de mettre en relation les producteurs avec les associations d'aide alimentaire et d'organiser des glanages, mais au-delà de ça, c'est surtout de cuisiner ensemble des aliments, des préparations que les gens ont choisies, parce qu'on parlait de dignité, on parle d'alimentation choisie, et on repart avec des contenants de cette recette. Ça peut être un dalle de lentilles ou que sais-je, qui a été cuisiné. On apprend aussi certains métiers, on découvre certains métiers à travers ce projet. Enfin, il n'y a pas qu'un objectif en fait derrière un atelier. Et dans les ateliers comme ça ou les actions qu'on peut mener, j'aimerais faire un focus sur l'atelier cuisine, où souvent on le réduit à c'est un atelier où on va apprendre à cuisiner. Nous, c'est pas ça. L'idée, ça va être surtout, derrière un atelier cuisine, il y a surtout un lien social. L'idée, ça va être de rompre contre l'isolement. Ça va être aussi de se réapproprier des gestes qu'on avait oubliés parce on sait cuisiner, mais pour X raisons de la vie, on peut plus cuisiner. C'est partager des connaissances parce que personne part d'une page blanche. On a tous des connaissances et donc ces ateliers permettent ça. Et évidemment, on fait passer des messages et de la connaissance et de l'augmentation en compétences, mais c'est aussi multi-objectif, on va dire, l'atelier, et d'autant plus quand on peut y greffer un repas partagé ou tiens, il y a un jardin partagé, on va cuisiner les produits du jardin ou le don du producteur. Enfin voilà, créer vraiment une coopération entre tous les acteurs. C'est aussi ça qui va impacter sur l'expérience et peut-être créer un changement. Voilà, moi du coup j'ai réduit au plus vite quelques partages, témoignages de ce qui s'est fait, de ce qui s'est passé, puisque on arrive encore une fois à la fin. On a un petit témoignage sur la découverte des légumes à travers justement les ateliers et l'envie d'en cuisiner. Je lis parce que on a travaillé aussi avec pas mal de foyers de la protection de l'enfance, donc les maisons d'enfants à caractère social, où justement parfois on arrive avec nos gros sabots en disant on va essayer de changer les choses ensemble, et ça peut paraître vertigineux parce que parfois on part de loin et puis au final on se rend compte que quand on le fait petit pas par petit pas, ça s'instaure, et les enfants sont carrément partants pour manger des pois chiches et des lentilles. Voilà, et puis le changement, l'approvisionnement aussi, le changement des habitudes sur les courses, les tips autour de ça c'est précieux, et vraiment on prône le côté petit pas. On va pas révolutionner ce monde-là, surtout quand on parle on pourra en parler peut-être un peu plus tout à l'heure, mais d'environnement alimentaire. On sait que on peut avoir toutes les bonnes volontés du monde, mais voilà, si le premier restaurant c'est un fast-food, ou toutes les pubs que je vois au quotidien c'est de la malbouffe, forcément ça c'est pas les fruits et légumes qui sont le plus marketés. Donc voilà. Je reste disponible pour les prochaines questions, et merci. Merci beaucoup, Charlotte. Et donc, c'est la fin du PowerPoint. Et donc, juste pour prévenir aussi ceux qui sont en visio,
Je sais pas ce que je peux arrêter le partage exactement. Vous pouvez vous voir. Non, mais je vais laisser mon ordi allumé pour le Zoom. Mais peut-être, donc, je vais vous poser que la deuxième question qui regroupe un petit peu la question 1 et 2. Et je vous sais agile, comme on disait, pour pouvoir peut-être prendre le temps chacun 5 minutes de réponse et qu'on ait 10 minutes avec la salle pour pouvoir échanger sur vos projets et des réactions. Et donc, ma deuxième question, c'était quelles sont les bonnes pratiques à l'échelle territoriale appropriables par les PAT à partager? Et peut-être une double question, bien sûr, quelle coordination, soutien, évolution attendez-vous de l'échelon national et comment on coordonne davantage? Et donc, ma première question, c'était quel est votre regard sur l'évolution des politiques nationales? Donc peut-être dans votre soutien, dans la réponse à quel soutien attendu, vous allez pouvoir me dire un petit peu votre regard sur l'échelon national et quelles sont les évolutions à venir. Et Bérénice de même, quelles sont les attentes peut-être du côté échelon local. Et on va commencer avec Romain, si c'est OK pour toi. Merci. Alors déjà sur le volet PAT, c'est assez facile pour moi parce que donc, je porte le plan alimentaire territorial, donc les deux projets sont totalement liés. Pardon, ah oui. C'est bon, je vais le faire comme ça. Et donc, dans le cadre du PAT, nous, donc le PAT, à 5 ans, on est sur une labellisation niveau 2. On travaille sur une méthodologie, on travaille sur 2 gros axes. Être exemplaire sur les actions portées par le département, nous en propre, mais aussi tout un parti sur comment est-ce qu'on accompagne l'ensemble des acteurs du territoire, autant acteurs associatifs, acteurs publics, acteurs de l'ESS, acteurs de la recherche, collectifs citoyens, acteurs économiques plus classiques sur ces enjeux d'accessibilité à l'alimentation de qualité durable choisis pour toutes et toutes. Avec une méthodologie qui reprend l'acronyme PAT, avec le P dans une logique de production de connaissances, donc soutien à des études, de journées thématiques, on a un comité scientifique, dans une volonté de venir créer une culture commune, de dire pour pouvoir travailler ensemble, il faut déjà qu'on parle le même langage, qu'on parte des mêmes constats sur ce qui est de la réalité territoriale du système alimentaire en Seine-Saint-Denis. On a le A de agir, donc là c'est vraiment une volonté forte de nos élus, c'est de se dire qu'on ne cherche pas à rédiger un plan d'action qu'ensuite on est en train de mettre en œuvre, mais qu'au contraire on est plutôt sur un volet expérimentation ou plaidoyer dans une logique de rentrer dans du droit commun. Donc d'identifier des projets tels que Vitalim, dans le cadre de nos chantiers, on a 8 chantiers thématiques, dont un chantier sur l'aide alimentaire, qui là sont des grands groupes d'inter-échange entre l'ensemble des acteurs du territoire intéressés par nos thématiques, sur lesquels on essaye de les traduire en expérimentation pour répondre à un besoin du territoire. Donc là, qui était Vitalim, où nous, on vient vraiment déployer à petite échelle un dispositif qu'ensuite on aimerait bien voir être généralisé. Petite échelle dans 2 enjeux. Commencer à petite échelle, parce que si ça ne fonctionne pas, on n'aura pas saturé un système et potentiellement découragé l'ensemble de nos partenaires parce qu'on aura visé trop gros, trop vite. Et dans une logique de plaidoyer, en disant qu'on a bien entendu, si on vient de plutôt que de juste avec une idée, on dit voilà, on va faire. Mais on l'a pas testé. Là, on est vraiment sur cette logique de on l'a testé, on vient donc avec ce fameux rapport qui sortira à la fin du mois, on voulait de plaidoyer en disant on l'a testé. C'était important, c'est une remarque sur nos territoires et surtout les accompagnements compétents. Avancer. C'est un peu comme les collègues que moi je bien et à tous, c'est aussi une des premières choses de sauce, de viande, etc. Nous, on travaille sur l'ordre de qualité et comment valoriser l'entreprise. Directement ce type de formation pour juste discussion qu'on a depuis ce matin, mais sur ces enjeux financiers, comment est-ce qu'on arrive à récupérer de l'argent et donc ce qui vient un peu amener la deuxième question de qu'est-ce que nous on attend un peu par la suite. Nous et nos élus et côté action contre la faim et nous côté technique, c'est vrai que dans du département on avait vraiment poussé dans une proposition de la Convention citoyenne pour le climat de l'alimentation durable qui n'a pas vu jour pour l'instant à l'échelle nationale. Donc nous on rentre vraiment dans ces enjeux de se dire on sait que seul on ne sera pas en capacité de généraliser un tel dispositif si on ne vient pas nous aider. Par contre on est en capacité de venir démontrer que c'est possible de le mettre en œuvre et sous quelles conditions. Et donc maintenant qu'on l'a fait, c'est comment est-ce qu'on rentre dans cet enjeu de droit commun. Donc là, nous, on va aller un peu plus loin en relançant une expérimentation l'année prochaine, un Vitalim 2 pour l'instant, même si on verra si le nom reste, mais pour venir tester comment un tel dispositif, cette fois, pourrait être porté par un acteur tel qu'une
un des conseils départemental. Première version, on a démontré que c'était possible, qu'un dispositif avait des vertus. Et là, on vient vraiment se dire, si nous, département, on porte un tel dispositif, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, quelles sont les limites, mais vraiment encore de rentrer un peu plus dans l'opérationnalité de tel dispositif pour renforcer cette dimension plaidoyer dans une logique de droit à l'alimentation qui nous est un peu notre grand chapeau sur l'ensemble de nos projets liés à l'alimentation. Mais voilà, donc c'est à la fois on a encore des besoins de financement pour ce deuxième volet-là, mais aussi vraiment, on se projette sur de l'après. Et l'après, on sait qu'on ne pourra pas le faire seul, que c'est à la fois une évolution des dispositifs d'aide existants aujourd'hui, où tout n'est pas, l'idée n'est pas non plus de faire table rase de ce qui existe, parce que nos dispositifs ne répondent pas à l'ensemble des situations de précarité alimentaire. Il y en a où nos dispositifs n'est pas opérant, mais on considère que dans certains cas, il est bien plus que ce qui existe aujourd'hui. Et donc on continue à prêcher cette bonne parole en quelque sorte maintenant dans une logique de généralisation où là on attend l'État. Oui, je peux faire ça. En tout cas sur l'attente, on va dire au niveau de l'État, évidemment, nous qui avons il y a un recul de 20 ans sur ces questions-là, clairement, déjà rien que le fait que la précarité alimentaire soit prise en compte dans les PAT, rien que ça c'est nouveau. Le fait qu'on sorte un peu de ce côté urgence et qu'on travaille vraiment sur des enjeux de prévention, d'accompagnement, d'autonomie, ça c'est, pour nous c'est hyper important parce que c'est ça qui va faire évoluer les comportements alimentaires. Alors ça passe aussi par un enjeu d'environnement alimentaire, et là clairement c'est les billes, même si on en a beaucoup entre nos mains, là elles le sont pas. On peut pas gérer ça, mais par contre peut-être que l'État oui. Le travail vraiment, ce que j'ai vu aussi, c'est que le travail se fait moins en silo. Alors je dis moins, ça veut dire que ça se fait encore, je pense. Je pense que vous pouvez lever les mains ou pas du tout parce que il fait tellement chaud, mais je pense que vous êtes d'accord avec ça. Alors, voilà, je pense qu'il y a un travail là-dessus de collaboration. Nous, on l'a bien vu, un exemple très concret à travers l'accompagnement d'un territoire où on a fait travailler ensemble la chargée de mission PAT et le chargé de mission CLS. Enfin, nous, on vient de l'extérieur, quoi. Et clairement, du coup, ils ont, grâce au projet, au financement et à l'accompagnement des structures, on a fait travailler ensemble des projets qui sont a priori au bureau d'à côté. Donc voilà, ça montre bien qu'il y a encore un petit boulot à ce niveau-là. Mais nous, on est contents de le faire. Hein. C'est toujours chouette. De la même manière que toutes ces structures que j'ai pu vous énumérer tout à l'heure de façon non exhaustive, elles ne se connaissent pas forcément et parfois, elles accompagnent les mêmes publics. Et c'est un peu le même problème. C'est-à-dire que la réponse, et là, ça va même au-delà du sujet alimentaire, hein, l'accompagnement sur la précarité, elle est aussi en silo. Et donc, il faut essayer de rompre tout ça, donc faire rencontrer tout ce petit monde. Mais pour ce boulot d'accompagnement et de faire rencontre et de mettre tous les gens autour de la table, le gros du travail, c'est du temps. Et on en a parlé ce matin. Le temps, il faut le financer. Donc nous, on était ravis parce que ce programme Mieux manger pour tous, il nous a permis ça. On avait vraiment le temps de rencontrer les structures, de les accompagner, de les faire rencontrer quand il y avait besoin, d'interagir et avec une connaissance du territoire qu'on avait. Mais ce temps-là, quand il est plus financé, voilà, c'est de la même manière que tout le temps d'ingénierie de tous les chargés de mission PAT. Je pense que vous êtes d'accord là-dessus. C'est un gros travail. Donc voilà, moi le gros enjeu que je vois, c'est de passer de la logique de réparation à vraiment la logique de prévention et d'accompagnement, mais sur la durée, parce que ça se fait pas en un jour, ça se fait pas en 2 ans, ça se fait pas en 3 ans, et voilà, pourvu que ça dure. Oui. Alors, d'une part, en termes de bonnes pratiques, comme tu le disais au début de ta question, nous, on a vu qu'au niveau des bonnes pratiques créées par le programme Mieux manger pour tous, vous l'avez dit, notamment, il y a pas mal de coopérations qui se sont créées, que ce soit à l'échelon local ou national. Par exemple, au niveau national, les banques alimentaires et les jardins de cocagne ont créé un partenariat national qui n'existait pas auparavant. Et ils nous ont dit c'est aussi grâce au Cocolupa, au programme Mieux manger pour tous, qu'on s'est parlé, alors qu'avant, ils étaient plutôt en opposition. Il y a eu plus d'interactions aussi entre
grosses structures et les petites, voilà, aussi au niveau local. Et plus de liens aussi avec les producteurs, ce qui n'existait pas forcément auparavant. Il y a forcément au niveau local, ça a été le cas, mais aussi au niveau national, dans le volet national, il y a des associations. Par exemple, moi, je suis pas mal les actions du Secours populaire. Eux, ils ont vraiment fait le choix de privilégier les producteurs locaux et de créer des liens avec des producteurs locaux, etc. Donc voilà, il y a pas mal de liens qui se sont créés, même si je suis d'accord avec toi j'imagine qu'il y a encore beaucoup à faire et c'est un début. Et ensuite, par rapport à la suite du programme, au financement, etc., nous, notre position à la DGCS, c'est qu'on souhaite soutenir le programme, le pérenniser après 2027. Donc c'est ça ce qu'on défend. Pour cela, il y a une évaluation qui est en cours par une structure qui s'appelle l'Agence phare, qui a pour but de démontrer les atouts du programme et aussi ce qu'on pourrait améliorer. Donc ça, c'est un peu notre objectif, c'est d'utiliser aussi ce rapport parce que pour l'instant, il y a quand même les enseignements sont quand même très positifs. Et aussi bien au niveau national qu'au niveau local, toutes les structures, toutes les associations sont quand même très allantes sur ce programme et souhaitent sa pérennisation, comme vous l'avez dit aussi. Donc là, c'est plutôt quand même satisfaisant parce qu'on est un peu tous alignés sur ça. Après, il va falloir défendre ça auprès du ministère de l'économie. Ça dépend forcément des élections présidentielles de l'année prochaine, puisque du coup, si on veut inscrire la pérennisation, la poursuite du programme en 2028, ça sera discuté à l'automne 2027, soit après les élections. Donc ça, on va dépendre de ça. Et voilà, des fois, nous, on porte des mesures qui ne sont pas forcément acceptées au niveau Matignon ou au niveau ministère de l'économie. Donc voilà, on est en train de préparer ça pour défendre le programme, soutenir sa pérennisation, parce qu'on sait que ce programme, en tout cas, nous, ça représente aujourd'hui, ça a énormément augmenté notre budget de la lutte contre la précarité alimentaire financée par les crédits de l'État. Le programme, c'est 2/3 de notre budget. Donc, si demain, il n'est pas poursuivi, ça va quand même affecter énormément les crédits dédiés à la lutte contre la précarité alimentaire. Donc c'est à la fois important pour nous et surtout pour les structures associatives et de terrain. Donc on compte pas mal aussi sur l'évaluation qui va notamment porter sur les nouvelles solidarités alimentaires, comme les expérimentations de chèques. Je pense qu'il y a aussi peut-être des plaidoyers communs à faire entre différentes expérimentations. Je sais qu'il y a le PAT du département du Gers qui a aussi un projet de carte alimentaire durable. Donc voilà, il y a aussi peut-être des projets similaires qui peuvent porter ce plaidoyer commun, par exemple sur les chèques. Donc voilà un peu notre position pour la suite du programme. Une dernière idée sur cette dimension aussi un peu projection, on se rend compte que nos principales limites, ça a été la rencontre, ou plutôt non-rencontre avec les grandes et moyennes surfaces qui sont mine de rien aujourd'hui, qu'on soit satisfait ou pas, un des acteurs majeurs de l'aide alimentaire. Et là on se rend compte que nous, ce qu'on nous renvoie, c'est vous êtes trop petits. Donc là potentiellement, entre lauréats du programme Mieux manger pour tous ou à l'échelle nationale, de réfléchir à comment structurer une coopération, une coordination pour aller voir ces acteurs avec qui aujourd'hui on a besoin de travailler, mais où nous tout seuls on nous répond pas intéressés. Merci beaucoup pour vos 3 témoignages et pour cet effort de répondre à cette question. Peut-être on prend un petit temps pour discuter. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Il faut bien parler au micro, il n'y a toujours pas de son, mais c'est pour la visio. Okay. Faut que je fasse. Bonjour, moi je me présente Marie Panetti, je travaille à la COP des territoires en Normandie, du coup dans l'Orne, donc plutôt au milieu. Il y a des places devant, encore une fois. Ah. Ouais, du coup, vous m'entendez pas, je sais pas, je m'oriente comme ça. Et oui, moi, je me pose la question un peu de la place des caisses locales de l'alimentation, parce qu'en fait, moi, je porte, j'anime avec d'autres collègues, bien sûr, une caisse locale de l'alimentation à Flers-Aglo. On a eu les financements du programme Mieux manger pour tous jusqu'en là de 2026 et du coup, ma question, c'est plus pour vous, quelle est la place un peu pour lutter contre la précarité alimentaire des caisses locales de l'alimentation ? Est-ce que pour vous, c'est un dispositif qui paraît intéressant, pérenne, ou soutenu d'une manière ou d'une autre par l'État, les collectivités ?
Et deuxième question, à voir si c'est plus précis, je sais que nous, dans notre dispositif, et vous parlez ça de soutenir les producteurs locaux. Apparemment, vous conventionniez plus, entre guillemets, avec des commerces, mais c'est peut-être parce que vous étiez en milieu urbain dans le projet Vitalum. Voilà, je sais que nous, comme on est plus en milieu rural, on essaie de plus de conventionner avec les marchés. Et du coup, je me demandais s'il y avait au moins une réflexion sur le fait de démarcher les producteurs locaux sur les marchés. Voilà. Merci beaucoup. On va peut-être prendre juste une ou deux questions supplémentaires et ensuite on fait les réponses, s'il y en a. Oui, bonjour, je suis Aurélie Pichon, donc je suis animatrice du PAD des Deux-Sèvres. Et donc nous, en tant que département, on a forcément la compétence dans le social et on travaille un volet sur précarité alimentaire. On essaie de faire travailler ensemble les associations, notamment les têtes de réseau, donc Restos du Cœur, Banque Alimentaire, Secours Populaire, sur des questions de groupement d'achat, sur des réponses d'appel à projets en commun, la coopération hyper importante, comme vous avez dit. Et on a du mal, en fait, à les faire travailler ensemble. Alors qu'il y a une injonction, du coup, à justement mutualiser. Les pauvres, c'est pas que vos pauvres. On n'a pas assez pauvres à soi. Et moi, j'avoue que je suis un peu en peine. Est-ce qu'il y a des exemples de choses qui marchent, ou alors est-ce qu'il y a des leviers justement pour leur faire sortir un peu de leur silo, entre acteurs d'aide alimentaire. Voilà, exactement. Ok, pas d'autres questions pressantes? Non. On va les laisser répondre déjà. Ouais, Tu veux commencer, Romain? Ça, je peux déjà au moins commencer sur la dimension. Effectivement, pardon, j'ai pas présenté notre territoire. Donc, on est un département collé à Paris. 1,7 million d'habitants, 500 hectares agricoles. Un tiers de notre population est sous le seuil de pauvreté. On sort, nous, très, très rapidement des enjeux production locale, consommation locale. Même dans nos marchés, il peut y en avoir un certain nombre. On n'est pas sur des marchés petits producteurs. On est clairement, on l'a déjà dit, sur les poubelles de Rungis. Donc c'est des enjeux pour nous, de où est-ce qu'on oriente nos usages usagères sans non plus les rendre obligatoires. Clairement, la solution technologique qu'on a choisie là était la moins mauvaise, on va dire, il y a 3 ans. Là, donc, on veut relancer une expérimentation. On sait qu'il y a d'autres acteurs qui sont de prestataires techniques qui sont posés des sujets. On sait ce que nous, on ne veut pas perdre, mais on sait qu'il y a vraiment des choses à challenger, notamment pour venir, par exemple, faire rentrer déjà quand même les marchés de plein air, où on se dit que c'est à minima l'accès à des fruits et légumes frais, même s'ils ne sont pas bio, c'est déjà ça. C'est comment est-ce qu'on arrive aussi à faire rentrer des épiceries qui auraient des modèles un peu alternatifs, qui aujourd'hui refusent de rentrer dans la disposition carte restaurant parce qu'il faut payer une commission à chaque transfert. Donc tous ces acteurs-là, comment est-ce que par la technologie, on arriverait à les toucher et à les intégrer dans nos dispositifs. Donc voilà, dans un monde idéal, on irait plutôt vers tous ces acteurs-là. La réalité de notre territoire fait qu'on peut pas, et donc on essaye de trouver d'autres volets. Très rapidement sur la SSA et donc les projets de caisse, nous on se présente pas comme un projet de SSA. On vient, sécurité sociale de l'alimentation, où là nous on vient plutôt avoir un grand chapeau autour du droit à l'alimentation qui vient permettre de faire rentrer sous cette appellation et les enjeux de lutte contre la précarité alimentaire avec des dispositifs tels que Vitalim, les caisses alimentaires, la sécurité sociale de l'alimentation ou d'autres projets. Pour nous, on rentre juste pas dedans, je le fais de manière très, très, très courte, mais c'est qu'il y a généralement 3 grands principes qui sont posés pour la sécurité sociale et donc généralement les caisses. La dimension universaliste, où nous on est sur un dispositif de lutte contre la précarité alimentaire, donc on est sur un public orienté en situation de précarité alimentaire et on n'a pas l'objectif de toucher plus large que ces publics-là. La question de la cotisation, nous on a un dispositif vraiment de lutte contre la précarité alimentaire, c'est de l'argent public qu'on vient transférer à des personnes en situation de précarité alimentaire et il n'y a pas ce système sécurité sociale où chacun vient cotiser en fonction de ses revenus et reçoit une même somme. Et la dimension conventionnement, donc qui renvoie vers la question des lieux d'achat, où nous aujourd'hui, et ça aussi on se pose un peu la question de dire qu'on peut mieux faire, c'est que c'est nous acteurs publics, avec Action contre la faim, qui sont venus identifier ce qu'était une alimentation durable. Alors certes, on n'a pas été hyper inventif, on est parti sur le bio et sur d'abord une entrée Egalim et ensuite avec notre système technologique on est venu réduire, mais on n'est pas venu faire rentrer, en tout cas mettre sur le débat auprès de nos usagères quel type d'aliments ou quel type de magasin ils auraient souhaité que la bonification soit possible. Et toute petite chose là sur les acteurs de la précarité alimentaire, nous ce qu'on essaye de faire le plus possible dans le PAT, c'est à chaque fois d'avoir des ateliers ou des espaces d'inter-échange
qui casse une entrée très thématique. De se dire, on ne fait jamais un atelier juste acteur de l'aide alimentaire. On vient faire des ateliers sur une thématique où les acteurs de l'alimentaire se retrouvent, mais avec des acteurs de l'agriculture urbaine, avec des acteurs de la gestion des déchets, avec des acteurs de la restauration collective. Ce qui fait qu'en fait, que chacun est plus dans une position d'essayer de voir comment est-ce qu'il pourrait travailler avec un autre secteur de la boucle alimentaire qu'à défendre son espace, ou potentiellement avec les baisses des financements ou autres, il peut se sentir un peu en concurrence avec les autres personnes autour de la table. Donc c'est vrai que nous on a vraiment tendance à plutôt avoir une approche thématique ou publique ou autre, mais pas une approche acteur spécialisé dans la thématique pour justement essayer de sortir un peu de ce volet potentielle concurrence entre les participants au groupe de travail. Oui, moi je voulais juste peut-être ajouter sur cette question de comment faire bosser ensemble des gens qui veulent pas bosser ensemble. C'est le quotidien. La formation aussi, nous on travaille beaucoup sur la formation des professionnels sur ces questions-là, des professionnels et des bénévoles, notamment sur la posture qu'on peut avoir justement face à des publics vulnérables et pour éviter aussi des injonctions qui peuvent être assez fortes et des violences parfois qui peuvent se dérouler lors de la distribution de l'aide alimentaire. Ça ne résout pas forcément le problème de bosser ensemble, mais en tout cas, ça peut adoucir certaines situations. Et concernant la caisse de l'alimentation ou sécurité sociale, enfin voilà, il y a plein de noms, carte alimentaire. Pour moi, c'est une solution, mais ce n'est pas l'unique solution. Et pour moi, il y a toujours un complément à avoir, comme vous l'avez eu sur Vitalim, d'avoir un accompagnement de l'atelier, de la rencontre, de l'échange, parce qu'en fait, franchir les portes d'une Biocoop pour plein de gens, c'est pas pour moi, quoi. Et donc, ça s'accompagne, en fait, et il faut dire que c'est pour tout le monde. C'est pas le bio, c'est pour les bobos. Voilà, faut taire ces idées reçues, mais pour ça, il faut les accompagner et en effet participer à des ateliers, faire des accompagnements sur les courses, découverte de légumes, découverte de légumineuses. Enfin voilà, faut ouvrir un peu les chakras parce que le risque, c'est que justement on fasse le même choix qu'habituellement, mais juste avec une carte en plus, quoi. Je vais, avant de te laisser répondre, peut-être juste, pour élargir un peu la question, est-ce qu'une sécurité sociale, je sais pas, Bérénice, c'est un peu dur comme question finale, mais est-ce qu'une sécurité sociale de l'alimentation à l'échelle nationale pourrait être une réponse structurelle, parce qu'il y a tout un accompagnement et des parcours d'apprentissage qui sont prévus dans les caisses, donc il y a quand même ce travail d'accompagnement au choix et à la réflexion sur les pratiques, c'est quand même intégré, mais je sais pas si c'est quelque chose qui commence à faire écho à l'échelle nationale, cette réflexion donc cette 6e branche d'une sécurité qui permettrait de mettre en place un droit à l'alimentation et tout en soutenant des systèmes alimentaires durables et une transition sur les territoires. Donc l'idée, c'est d'avoir un effet un peu boule de neige avec beaucoup de crédits qui partiraient vers ces producteurs. Je m'arrête. Alors, pour répondre à cette question-là... Il est allumé ? Oui. Donc, d'une part, on finance des caisses alimentaires dans le cadre du programme Manger pour tous. Donc, il y a une vingtaine de caisses qui sont financées. Et on en avait commencé à financer déjà dans le plan France Relance. Il y avait le projet Territoire à vivre avec notamment une caisse à Montpellier qu'on a financée à ce moment-là, donc dès 2020-2021. Aujourd'hui, la position du gouvernement et du ministère des Solidarités surtout, c'est d'être dans une position plutôt d'observation et rester attentif aux résultats d'évaluation sur ce sujet. Y a pas, le ministère ne défend pas pour l'instant une sécurité sociale de l'alimentation. Notamment dans l'évaluation dans laquelle j'ai parlé du programme Manger pour tous, on a demandé notamment à évaluer ces projets de caisses alimentaires. Donc on sera très attentif à ces résultats-là. C'est un sujet qui est aujourd'hui, comme vous le savez, plutôt porté par la société civile et la recherche. Nous, on est plutôt dans cette posture observatrice. Et ce que je voulais dire, c'est que la sécurité sociale et l'alimentation viendrait bouleverser
pour nous, la doctrine un peu de la lutte contre la précarité alimentaire, qui, comme le disait Romain, est aujourd'hui ciblée sur les personnes en situation de vulnérabilité. Elle n'est pas universelle. Donc, nous, aujourd'hui, nos crédits, ils sont vraiment ciblés sur ces publics vulnérables. Donc là, ça changerait complètement le paradigme de notre politique. Et là, oui, du coup, ça viendrait s'inscrire dans un droit à l'alimentation. Et comment dire, ça nécessite une politique transversale et pour moi, un engagement du gouvernement plus large que seulement le ministère des Solidarités. Puisque, comme vous savez, ça viendrait toucher les politiques agricoles, agroalimentaires, la santé, l'économie, l'environnement. Et donc, pour moi, c'est seulement un gouvernement qui va être quand même très investi dans ce projet-là qui pourra le porter. Et je ne pense pas que ce soit le cas aujourd'hui, surtout d'ici l'année prochaine. Donc voilà, déjà, faudrait mettre tout le monde d'accord dessus, alors que, parfois, c'est plutôt la guéguerre entre les ministères et leurs positions diverses et variées. Et par ailleurs, une mobilisation très forte de moyens. Je pense que ça se compterait en milliards d'euros. Aujourd'hui, après, ça viendrait toucher différentes politiques publiques. Mais aujourd'hui, nous, on n'est pas à ce niveau de moyens. Et voilà, ça viendrait quand même démultiplier les moyens mobilisés. Donc ça, voilà. C'est pour ça aussi que ça nécessite un engagement fort du gouvernement. Et en soi, pour répondre à ta question, est-ce que ça pourrait répondre ? Moi, personnellement, je pense que oui. Mais il faut mon avis, c'est qu'il faut un gouvernement très porteur de ce sujet, engagé. Et ce n'est pas le cas de tous les politiques, je pense. Rendez-vous en 2027. Il y a une dernière question, mais sauf qu'on doit partir en plénière. Est-ce qu'il y a des modèles économiques pour financer les projets de précarité ? Est-ce que vous avez une réponse uniforme ? C'est difficile, j'imagine. Sur la dimension plaidoyer, il y a notamment, il y a de l'argent aujourd'hui qui existe, qu'on considère potentiellement mal utilisé ou mal orienté. Et donc, il y a vraiment ces sujets-là. C'est de se dire, déjà, réorientons l'argent. L'argent, tout à l'heure, tu citais le rapport, oui. L'injuste prix de l'alimentation, aussi tous les coûts cachés. Enfin, il y a aussi toutes ces choses-là où il y a des endroits où il y a des économies à faire, des endroits où il y a de l'argent qui est utilisé, de mon point de vue, mal utilisé. Donc, il y a aussi ça. Pas forcément besoin de créer de nouvel argent, mais déjà réorienter de l'argent mal utilisé. Et il y a des acteurs privés aussi, des fondations qui s'investissent sur ces sujets-là. Je suis désolée, on va devoir arrêter là. On se rejoint tous en Agora. Merci à ceux qui étaient présents en ligne. Merci beaucoup à vous d'être venus et d'avoir participé, d'être venus jusqu'ici dans cette chaleur. Et on se retrouve, il fera sûrement meilleur en Agora.